tous. Merci pour vos bonjours dans les messages. Vous pouvez aussi poser vos questions en direct. Nous serons ravis avec Chloé d'y répondre. Donc, je suis Nathalie Lourdel. Je vais vous proposer d'échanger autour de pourquoi la majorité des coachs ne vivent pas du coaching. Et Chloé, je te laisse te présenter. Bonjour, moi je suis Chloé, donc coach et superviseur de coach également. Et j'ai développé une approche particulière d'accompagnement qui s'appelle l'art d'agir sans effort, que j'utilise en coaching, en formation, en supervision de coaching. Et au sein de l'école IR, j'ai deux formations, l'une pour les managers et l'autre pour les coachs. Et cette question, elle est très fréquente en supervision. Avec Nathalie, nous supervisons des coachs pour certains sont débutants. Et souvent, la question de mais comment gagner sa vie se pose. Alors, du coup, peut-être on peut parler de notre expérience pour démarrer. Et surtout, peut-être qu'on vous propose, c'est de nous dire, à votre avis, mettez ça dans les commentaires, pourquoi une majorité des coachs, alors les chiffres sont toujours un peu difficiles, mais j'ai regardé les études ICF de l'MCC, on voit que en moyenne, en Europe, les coachs gagnent 17 000 euros grâce au coaching, environ, hein. Et bien sûr, il y a les grandes disparités. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi une grande majorité des coachs, certainement plus de 70% des coachs ne vivent pas du coaching. Donc, à votre avis, comment les coachs s'y prennent pour rater de vivre de ce métier passionnant où il y a beaucoup de demandes? Donc, je vous propose de mettre des commentaires et on reviendra dessus après. Et toi, Chloé, du coup, si tu parles de ton parcours, qu'est-ce que tu dirais qui est difficile pour gagner sa vie en tant que coach quand on démarre? Alors moi, ce que je dirais, en fait, ce que j'observe souvent, c'est des coachs qui n'ont pas fait une école qui les a suffisamment préparés au métier dans toute sa dimension. La dimension pratique, évidemment, mais aussi la dimension trouver des clients, travailler sur son unicité, c'est-à-dire son identité. Qu'est-ce que j'apporte de plus en tant que coach sur ce marché? Et finalement, être coach, c'est être en recherche constante. Ce travail sur soi et sur son offre, sur sa valeur particulière, sur son unicité finalement. C'est un travail de toute la carrière du coach. Ça ne s'arrête pas une fois qu'on est sorti de l'école. Voilà, donc je pense qu'il y a cette dimension-là. Et pour moi, c'est en tout cas très marqué, hein. J'ai eu envie d'être coach parce que j'avais envie de transmettre à la fois une posture, mais aussi une façon d'être au monde. Et je pense que c'est le cas aussi pour toi, Nathalie, avec la créativité, la multipotentialité. Et je dirais aussi que ce qui peut être, ce qui a manqué dans notre formation, en tout cas, c'est comment créer une relation avec un client, c'est-à-dire pas seulement dans la séance de coaching, mais vraiment créer une relation d'alliance. Et c'est pour ça que Nathalie, dans le premier module de la formation Devenir coach, on insiste beaucoup sur cette capacité à créer de l'intimité avec son client. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, moi je pense que en fait, le coaching, c'est avant tout quelque chose de relationnel. C'est de se mettre à écouter l'autre, à parler sa langue, à comprendre du coup intimement, comme tu le dis, ses difficultés. Parce qu'il n'y a que dans cette alliance sécurisante que je peux évoquer mes difficultés, puisque quand on veut un coach, c'est qu'on a envie de progresser et que du coup, on veut regarder ces difficultés en face de manière à les surmonter. Donc ça veut dire d'abord être en relation de confiance. Et je pense que ça, une partie des coachs apprennent des outils ou travaillent sur la posture coach, mais finalement, peut-être pas assez sur cette dimension-là de relationnel et de comment je m'ajuste à l'autre, comment je suis précisément à l'écoute et je suis différent à chaque client. Parce que pour moi, c'est pas avoir une mallette à outils et sortir un des outils et dire que ça va marcher. C'est plutôt comment je crée quelque chose sur mesure dans la relation avec cette personne. Et ça manque sûrement. En tout cas, pour moi, il y a plein de raisons pour lesquelles, et je vais vous repartager le diaporama que j'avais préparé pour ce live, il y a plein de raisons pour lesquelles certains coachs ne vivent pas du coaching, mais
Je vous invite à nous mettre des commentaires sur pourquoi vous pensez qu'il est difficile de vivre du coaching. C'est aussi une rumeur, hein. Il y a des gens qui sont inscrits à l'école et qui m'ont dit bon, est-ce qu'on peut vraiment vivre du coaching? Soyons clairs, oui, il y a 30% des coachs qui en vivent et qui en vivent même très très bien. Par contre, ça veut dire un certain professionnalisme et une certaine implication dans le métier. Ça veut dire aussi de se former en permanence, continuer à évoluer. On ne peut pas accompagner quelqu'un à grandir, à dépasser ses problèmes si soi-même on est statique. Donc ça veut dire pour moi, cette posture coach, c'est s'impliquer dans le métier de coach et s'impliquer à grandir personnellement. Donc je vous repartage ce diapo. Alors, que dire J'entends beaucoup de coachs qui me disent je suis trop jeune, je n'ai pas assez de légitimité pour décrocher des contrats. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'un coach qui ne vit pas de son activité, c'est quelqu'un qui n'est pas légitime? Je vous invite à mettre des commentaires. Moi, je pense que la légitimité, il y a celle qu'on se donne, il y a le diplôme qu'on a eu aussi. Alors, beaucoup vont chercher une légitimité en ayant un diplôme certifiant, reconnu, mais beaucoup de coachs qui sont certifiés ne coachent pas ou ne vivent pas du coaching. Donc, ce n'est pas suffisant. C'est important de se sentir légitime au-delà du papier. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez légitime? Et ça, pour moi, c'est une vraie question. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, sur la légitimité, Chloé? Alors, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à me sentir légitime, c'est quand même d'être certifiée. Hein, ça m'a vraiment, je me souviens d'un avant et d'un après. Et ensuite, c'est beaucoup de travail en supervision, donc en tant que supervisée. Finalement, pour sortir d'une posture avec les clients qui était plutôt une posture de prestataire. Avant, j'étais exclusivement formatrice en management interculturel. Et je ne savais pas en fait créer cette relation de parité. J'étais plutôt dans l'attente que le client m'appelle voilà, je prenais la commande et puis basta. Et je pense que dans le fait que beaucoup de coachs ne vivent pas du coaching, il y a le fait qu'ils n'ont pas appris à transformer une demande, qui est souvent une demande de conseil ou une demande de formation, en demande de coaching. Et ça suppose de créer cette alliance dont on a parlé tout à l'heure et de se sentir en parité avec le client, c'est-à-dire oser voilà, lui poser des questions qui sont confrontantes. Voilà. Et puis, et du coup, c'est ça qui fera émerger la demande de coaching à proprement dit. Bien souvent, elle émerge pas comme ça naturellement. Il faut la stretcher, il faut la travailler, cette demande. Oui. Et pour moi, il y a aussi la demande cachée, la demande officielle et la demande cachée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans son équipe, par exemple, et il se dit, bon, il faudrait faire un séminaire de cohésion. Mais du coup, derrière ça, il n'y a pas forcément le fond du problème. Et donc, du coup, la posture du coach va être de questionner, de mettre en confiance le client pour qu'il puisse évoquer ses difficultés et qu'on puisse, du coup, ajuster un séminaire d'équipe sur mesure. Et, euh, et donc voilà. Alors il y a une remarque de Romain, merci. C'est la difficulté pour les coachs, c'est de sortir du côté statique, effectivement. Je pense que la plupart des écoles, pour donner des bases, donnent des outils structurants, des petites briques. Mais c'est pas parce que vous avez des briques que vous savez construire un mur. Donc du coup, j'ai envie de dire, pour moi, tout le ciment, eh ben, c'est l'alliance, c'est ce côté relationnel. C'est pour ça que nous, sur chacun de nos modules, on va beaucoup travailler sur la façon dont j'écoute l'autre, dans la façon dont je m'ajuste à l'autre. Et c'est ça pour moi, être coach, c'est avoir les briques de professionnalisme à travers les outils et les postures coach, mais surtout savoir faire le lien. Alors, Aurélien nous dit, vous parlez uniquement de coaching alors que le fond de l'entrepreneuriat et la capacité à devenir indépendant et chef d'entreprise. Oui, complètement, Aurélien. C'est vrai que tout ce qu'on évoque là, parce que nous, on est coach et qu'on accompagne des coachs en supervision, on cible là-dessus, mais on pourrait aussi parler de n'importe quel type d'activité. Alors, j'avais sur la diapo, si vous vous souvenez, le manque de réseau. Comment si je suis isolée, comment je peux faire savoir qui je suis, ce que je propose. Et donc, du coup, il y a aussi comment je me mets en réseau, alors que indépendant, dans la tête de la plupart des gens, il y a aussi être seul pour lancer son entreprise, alors que c'est l'inverse. Nous, on travaille en réseau dans l'école pour le volet pédagogique, mais aussi comment je me mets en réseau avec d'autres
des partenaires, avec des clients potentiels ou avec les clients ou les gens que je connais déjà, qui eux-mêmes peuvent parler à d'autres de mes activités. Et donc, du coup, je vais remettre le diaporama pour continuer cette réponse à Aurélien, parce que je pense qu'effectivement, il y a plein de paramètres quand on se lance dans une activité qui vont faire écho, hein, l'absence de clients, et du coup le sentiment d'isolement, le manque de confiance en soi. Est-ce que je suis légitime pour proposer ça, ou est-ce que j'ai confiance dans ce que je propose? Et la particularité pour moi du coaching, c'est qu'on ne propose pas quelque chose à vendre ou à acheter, on propose un service et donc une qualité de présence. Et donc, c'est encore plus dur parce que c'est soi qu'il faut vendre. Alors, j'ai l'habitude de dire aux coachs que j'accompagne, c'est vous n'allez pas vous vendre, vous allez vous faire acheter. Et ce n'est pas du tout la même chose dans le positionnement. C'est comment, par ma qualité d'écoute, je peux montrer à l'autre que je peux être utile dans la compréhension de son système, de son fonctionnement, et comment je vois ou je questionne les endroits qui sont justement à travailler. Donc, il y a derrière ça aussi le manque de communication. Comment je mets en place un site web ou de la communication sur les réseaux sociaux? Comment je fais pour faire savoir qui je suis et ce que je propose? C'est lié aussi à la confiance, hein, parce que si je n'ai pas tellement confiance en moi, je vais avoir du mal à communiquer, ou je vais mettre des heures à écrire 3 lignes de communication. Et ça aussi, c'est un sujet. Est-ce que tu veux réagir, toi, sur ces points-là, Chloé? Oui, en fait, je suis en train de regarder le commentaire de Marie Bernard que je Oui. trouve très pertinent et j'ai envie de rebondir dessus. Mhm. Elle dit, est-ce qu'il y a vraiment de la demande? Je n'en suis pas sûre. En fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'une demande de coaching, elle est quand même rarement formulée comme telle, sauf si l'organisation, que ce soit une entreprise ou une administration, a l'habitude en fait de prescrire, d'acheter du coaching. Il y a aussi bien sûr des coachs internes qui promeuvent cette culture du coaching. Et du coup, par rapport à ça, je pense que ça rejoint aussi la notion d'entrepreneuriat parce que aussi bien en tant que coach externe consultant, chef de son entreprise unipersonnelle, que en tant que coach interne, il y a vraiment une démarche de faire savoir, de construire un réseau en parlant de ce qu'on fait. Et ça, on va l'apprendre en fait en formation, devenir coach dans notre école, ce qui n'est pas le cas des autres écoles. Je me permets de le dire parce que je pense que c'est ça qui contribue aussi beaucoup à l'échec ou le sentiment d'échec de beaucoup de gens qui se sont formés au coaching, qui ont investi, mais qui n'arrivent pas à avoir un retour sur investissement et qui sont frustrés parce qu'ils ils gardent pour eux ce potentiel de libération et de liberté à permettre pour les autres et le gardent pour eux. Donc, c'est du gaspillage. Et je vais rebondir moi aussi sur la remarque de Marie-Bernard Pay. Merci de cette remarque. C'est vrai que parfois, il n'y a pas de demande, c'est-à-dire que les gens connaissent pas le coaching ou ont une vision tronquée aussi du coaching, hein, parce que c'est pas assez bien connu. Donc, je pense que tous les coachs, et nous, à travers les publications sur LinkedIn, mais aussi sur le blog autrement.com, vous pouvez retrouver tout un tas de communications pour mieux faire connaître le fond du coaching. Je pense qu'on a un rôle dans ce positionnement, expliquer ce qu'est le coaching professionnel, et ça n'a rien à voir avec la plupart des coachings de vie ou de ce que vous pouvez entendre. Donc déjà, première étape. Et deuxième étape, je n'ai pas de chiffres précis sur les demandes. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, Chloé et tout le réseau de coachs avec lequel je travaille, on a beaucoup de demandes. Et parfois, c'est une demande qui n'est pas d'une demande de coaching, c'est une demande d'accompagnement un peu floue, et que nous, on positionne en expliquant l'apport d'un coaching d'équipe, par exemple, ou quand on nous demande un accompagnement individuel, de regarder s'il n'y a pas quelque chose de plus global à travailler. Et donc, du coup, il y a aussi à faire savoir. Et j'ai envie de dire, moi, la plupart des clients, je les ai depuis plus de 10 à 15 ans. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils ont compris ce que ça pouvait apporter à une équipe. Et du coup, c'est en montrant l'intérêt d'une équipe fonctionnelle, une fois qu'on a fait une intervention de coaching, qu'on a généralement, les clients nous rappellent ou parlent de nous à d'autres personnes qui vont nous faire d'autres demandes. Donc, pour moi, c'est aussi la qualité de la prestation qu'on me propose qui va permettre de faire évoluer ça. Et pour la remarque de Séverine,
Oui, travailler sur la pleine présence est primordial. Effectivement, là, on est dans cette capacité d'accueil de l'autre pleinement. Ça veut dire faire le vide dans sa tête et pas être avec ses propres embrouilles, mais être là juste 100% pour le client. Et ça se travaille, ça se met en pratique. Au-delà des mots qu'on peut évoquer ici ou sur les images que je poste, pour moi, c'est quelque chose qui vient avec la pratique. Et donc, c'est pour ça que nous, on prône beaucoup de pratique dans notre formation pour pouvoir avoir des retours sur cette qualité de présence. Et alors, il y a plein d'autres marques. Alors, je propose qu'on les prenne tous parce que c'est important. Muriel nous dit la plupart attendent passivement sans proposer leur expertise et leur unicité. Alors, effectivement, mais derrière le passivement, je mettrais un peu de douceur au sens où parfois, c'est pas si facile de savoir où se vendre, à qui, qu'est-ce qu'il faut proposer. Et beaucoup, pour moi, sont pas au clair sur leur unicité. On leur a vendu un package de coach de telle obédience et ils ont les outils. Et alors, et alors, ils n'ont pas leur unicité. Ils n'ont pas travaillé sur qu'est-ce qui fait leur particularité, qu'est-ce qu'ils ont envie d'apporter au monde. Et donc, nous avons décidé, dès le premier module, de commencer à travailler sur quel coach je veux être, quelle patte, quelle couleur j'apporte à mes clients et de le renforcer tout au long de tous les modules devenir coach, mais aussi de le renforcer avec des modules complémentaires, comme l'art du non-agir que propose Chloé, comme les quick coaching que propose Taria, on fera bientôt un live ensemble. Du coup, pour nous, c'est un processus en fait. C'est pas, ça y est, je suis coach, j'ai mis l'étiquette et c'est bon. Voilà pour ça. Est-ce que tu veux réagir, toi, ou je passe aux remarques suivantes? Oui, je voulais réagir parce qu'en fait, je voulais faire le lien entre l'importance de développer sa propre approche, ce qu'on appelle son unicité, ça fait un peu jargon, parce que justement, il y a pas mal d'organisations aussi où le mot coaching est inconnu, voire même tabou. Moi, je suis intervenue dans une organisation où le DG ne supportait pas ce mot coach, c'est pas possible. Mhm. Alors, du coup, l'intérêt d'avoir sa propre approche, c'est qu'on peut vendre un accompagnement, mais sans parler de coaching. Simplement, voilà, c'est ça que je vous propose et on clarifie ensemble l'objectif, les indicateurs de réussite, et après, on peut faire du coaching. C'est-à-dire que c'est comme en systémique, on dit mieux éviter de parler de changement quand on veut mettre en place un changement parce que ça va tout de suite créer ce qu'on appelle les résistances ou l'homéostasie du système. Donc, il vaut mieux y aller sans le dire, mais en étant tout à fait transparent et éthique quant aux objectifs et à ce que le patron ou la patronne souhaite obtenir au final. C'est vrai que le mot coach a aussi ses adversaires et où certains pensent que c'est du coaching sportif ou que le coach va donner les objectifs et va faire travailler plus. C'est pas du tout le positionnement, mais le coaching, le mot coach est malheureusement utilisé à toutes les sauces. Alors, Christelle voit qu'elle demande qu'on monte le son. Alors, moi, j'ai approché mon micro. J'espère que Christelle, vous nous entendez mieux. Je ne sais pas si toi, tu peux approcher ton Oui, micro. moi, et j'ai aussi monté le son, mais D'accord, très bien. Moi, ça je va. pense que là, je ne peux pas faire mieux que ça. Oui, Et, Christelle. et donc, voilà. Et on a, alors, Jean-Marc qui nous dit, le fond, c'est le service aux autres. Effectivement, le coaching, c'est un service qu'on rend à l'autre. Et je dirais que si je devais le définir, c'est on accompagne l'autre dans son épanouissement, dans la façon de grandir professionnellement. Et c'est ça. Et Olivier nous dit que être coach, c'est aussi être son propre commercial. Et c'est une part du métier qui n'est pas évoquée dans la formation. Effectivement, c'est dommage parce que donc nous, on va en parler, mais on s'est dit qu'il y avait peut-être, parce qu'il y a beaucoup de coachs formés qui n'arrivent pas à vivre de ça, on va aussi proposer un module autour d'être auto-entrepreneur, enfin entrepreneur avec ses propres activités et trouver le bon positionnement pour soi. Parce que finalement, le côté commercial, marketing fait un peu peur ou en tout cas rebute une partie des gens qui sont là avant tout pour la relation humaine, puisque le coaching, c'est une relation humaine et qui du coup ont une absence de positionnement ou de compétences sur ça. Voilà. Alors, du coup, j'ai raté. Je vais essayer de regarder les prochaines remarques.
Aurélien nous dit le manque de stratégie d'entreprise, la priorité d'un entrepreneur est la survie économique et le développement de son activité. Effectivement, il y a souvent confusion. Et donc, du coup, en clair, hein, la plupart des coachs sont pas uniquement coachs. Ils sont formateurs, ils sont consultants, ils sont aussi parfois dans le recrutement. Ils ont plusieurs casquettes ou vraiment encore d'autres métiers. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que savoir présenter ses activités de coaching, ça veut dire rendre concret à quoi sert un coach. Qu'est-ce que je peux vous apporter? Et la plupart des gens ne sachant pas, moi, ce que je propose souvent, c'est de coacher en direct, c'est-à-dire la personne nous parle de son sujet et au lieu de lui apporter des réponses, c'est commencer à questionner et en disant, voyez, ça, il y a peut-être une autre part qui n'est pas encore évoquée derrière cohésion d'équipe. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez déjà identifié des problématiques ou qu'est-ce qui serait à changer? Commencer à challenger un peu et à montrer ce que ça peut apporter le coaching. Et du coup, effectivement, une stratégie d'entreprise. Alors, je ne sais pas comment tu définirais, toi, cette stratégie pour pouvoir vivre du coaching. Donc, si c'est une stratégie d'entrepreneur, moi, je dirais que en plus, et ce qu'on n'a pas encore évoqué, c'est très important. Enfin, si tu l'as un petit peu dit, on pourrait croire qu'on est en compétition les uns avec les autres et du coup être dans une mentalité un peu de requin. Je ne sais pas si vous avez lu le, le livre qui s'appelle comment déjà d'ailleurs, j'ai oublié. Ah oui, La stratégie du dauphin, pardon. Et avec cette histoire d'océan rouge. En fait, l'expérience montre que c'est plutôt en s'alliant entre coachs qu'on peut décrocher, par exemple, de plus gros marchés, de plus gros contrats. Et en plus, on modélise comme ça pour le client cette capacité à se faire des feedbacks, voilà, à trouver sa place chacun dans un collectif de coachs. Donc, moi, j'encourage vraiment les coachs débutants à ne pas rester seuls et à s'associer. Enfin, quand je dis s'associer, ce n'est pas forcément de façon juridique, hein, mais voilà, à s'entraider, vraiment à se donner des feedbacks les uns avec les autres. Alors, dans l'école Autre Regard, bien sûr, il y aura un système de groupe de pairs parce que c'est très apprenant pour s'entraîner. Mais aussi, ça débouche souvent sur des projets communs, des associations. Voilà. Là, pour nous, on s'est connus aussi en supervision avec Nathalie et d'autres membres de l'équipe. Et ça nous a donné envie après de travailler ensemble. Donc, voilà, il y a vraiment ça permet aussi d'apprendre à travailler ensemble, mais différemment, pas comme dans une entreprise, hein, en essayant justement d'intégrer tout ce que le coaching nous a appris pour être modélisant, en fait. Je pense que c'est essentiel. Alors, il y a une remarque de Romain qui accompagne de nombreux coachs. Et donc, le problème vient souvent du manque de connaissance de leur cible et des problématiques qu'ils aident à résoudre. Est-ce que tu as envie de réagir à ça? Bah oui, en fait, c'est une autre façon de parler de son identité de coach, en fait. Qu'est-ce que tu apportes, en fait? Par exemple, si je prends mon exemple, moi, à l'origine, je suis spécialiste de la culture chinoise. Donc, j'avais déjà l'habitude d'être indépendante, d'intervenir dans des entreprises et je savais facturer la TVA et tout ça. Mais c'est aussi beaucoup grâce à cette expertise, cette connaissance que j'ai que encore aujourd'hui, je décroche des contrats de coaching, même si parfois ça n'a plus trop à voir avec la culture chinoise, mais voilà, c'est des contextes multiculturels, par exemple. Et du coup, c'est intéressant de garder aussi peut-être une partie de son activité première ou une activité de conseil aussi, parce que c'est vrai que le fait d'avoir une expertise métier, ça rassure le client. Et donc, ça peut être un point d'entrée. Il y en a, par exemple, qui se forment à des outils, alors la ProcessCom ou que sais-je, parce que ça peut être un point d'entrée aussi pour rassurer le client sur quelque chose. Il sait qu'il achète quelque chose de concret, quoi, hein. Il achète un outil. Et en même temps, ne pas se limiter à ça, parce que, comme j'aime bien dire, on n'est pas des plombiers. Donc, oui, on a des outils, mais ce n'est pas c'est pas notre première qualité, je dirais. Notre première qualité, c'est de créer des relations de confiance et d'alliance qui permettent de se transformer en sécurité.
Alors moi, j'aurais 2 points à répondre à ça, la pédagogie et concrétiser. La pédagogie, pourquoi? Parce que notre métier n'étant pas très bien compris, je pense qu'une des qualités essentielles, du coach, ça va être d'être pédagogue, d'expliquer ce qu'il peut apporter, ce que c'est un coaching, ce que c'est pas et du coup, devenir clair. Moi, c'est pour ça que j'utilise beaucoup les images, en fait, finalement. Une partie des gens viennent à moi aussi parce que j'ai montré une image où, il y avait un chemin avec un gros caillou au milieu et la personne qui est bloquée devant son caillou et concrètement, qu'est-ce que je fais? Je vous aide à trouver un chemin de traverse. Voilà ce que je fais. Vous voyez, avec une image simple, je peux vous expliquer que le coaching, c'est créer un autre chemin sur mesure quand vous êtes bloqué dans une situation. J'ai fait aussi d'autres schémas pour dire, vous êtes bloqué dans un système trop carré, donc une personne dans un cube avec un gros nœud au-dessus de la tête, faites appel à un coach. Donc le coaching, c'est trouver des portes de sortie, c'est ouvrir des perspectives, c'est voilà. Donc pour moi, une des compétences va être aussi, pas uniquement être coach, mais aussi savoir dire ce que je fais et donc être très concret. Par exemple, le client qui vous demande de gérer les conflits dans une équipe, du coup, concrètement, moi, ce que je dis, souvent, quand il y a des conflits, c'est qu'il y a pas un cadre de fonctionnement très clair. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est des premiers séminaires où on va remettre le cadre de fonctionnement, quelles sont les règles de fonctionnement de cette équipe, qui envoie les mails à qui est décisionnaire sur, les investissements ou les choses comme ça. Et du coup, c'est remettre une structure de fonctionnement et après identifier, par exemple, je peux proposer un bilan de fonctionnement, identifier ce qui ne fonctionne pas dans cette équipe, ce qui fonctionne, qu'on va garder, et ce qui ne fonctionne pas, trouver les pistes d'amélioration et les créer ensemble. Donc, vous voyez, pour moi, c'est aussi ça, être concret dans ce que je propose à mon client. Je vends un service d'amélioration du fonctionnement d'une équipe. Enfin, moi, je parle beaucoup de collectif parce que c'est le principal de mon activité, mais ça peut être pareil avec un individuel. C'est écouter sa problématique. Souvent, en fait, quand quelqu'un m'appelle, il me dit: «Oui, j'en suis là» et je vois et j'ai besoin de changer de travail, mais je ne sais pas par où, m'y prendre, comment faire et est-ce que je suis légitime ou je sais pas quoi et donc du coup, le questionnement, je vais le faire en fonction des éléments que la personne me donne. Il y a des gens hem, qui disent vouloir changer, mais en même temps, dans la même phrase, ils vous ont dit qu'ils ont besoin de sécurité financière par rapport aux enfants qui sont en train de grandir et donc du coup, là, je vais questionner tout de suite l'ambivalence. Donc si je comprends bien, vous êtes pris entre 2 envies et vous avez du mal à décider entre créer votre activité et rester dans la sécurité de l'emploi que vous avez actuellement et c'est ça que vous auriez besoin d'éclairer et rien que par cette reformulation, la personne se dit: «Ah bah oui, c'est ça dont j'ai besoin». C'est de sous-peser, est-ce que je me lance dans l'aventure ou est-ce que j'ai, en ce moment, plus besoin de sécurité? Et donc c'est ça qu'on va travailler dans la première séance de coaching. Je pense que c'est important. Alors, je regarde les remarques, donc Christelle nous entend bien, c'est mieux. Donc définir Laurent nous parle de définir, l'unicité et c'est effectivement tout ce qu'on évoque là. Hem donc Catherine nous demande s'il y a un replay. Oui. Alors pour tous ceux je veux bien si tu veux et si c'est possible pour toi, Chloé, de mettre le lien vers le YouTube, donc on a une chaîne YouTube, qui est à mon nom et qui regroupe tous les lives qu'on fait. On essaie d'en faire tous les lundis pour vous donner un autre regard sur le coaching. C'est notre but, de partager notre expérience, mais aussi de répondre à vos questions. Donc Catherine, vous pourrez retrouver, tous nos lives. Il y en a eu plein d'autres sur, pourquoi le coaching est le métier de demain, pourquoi la pédagogie de l'école et tout un tas d'autres sujets, la créativité aussi qui me tient à cœur. Donc vous pourrez retrouver tout ça. Alors, ce que je voulais vous partager, donc j'ai 2 autres éléments. Donc, un recul, un regard sur pourquoi la majorité des coachs ne vivent pas du coaching et après, du coup, le versant positif, comment faire pour vivre, du coaching. Donc d'abord, une analyse qu'on a eue avec Chloé. Voilà, je le partage de l'écran. Du coup, l'impression, c'est que, pour les coachs qui en vivent pas, il y a une sorte de truc qui tourne en rond et un cercle vicieux négatif qui tire vers le bas, en fait. Au départ, il y a un manque de pratique parce qu'effectivement, comme dans tout métier, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est en coachant qu'on devient vraiment coach. Donc du coup, il y a des écoles où il y a peu de pratique et donc du coup, fatalement, on ne se sent pas en confiance, quand on a en face un premier client où il faut coacher
Et donc, du coup, face au manque de confiance, le coach peut être dans sa tête à se questionner, à se dire est-ce que je suis bon coach ou pas, ce qui fait qu'il ne l'est pas parce qu'il est à moitié dans sa tête, il n'est pas présent pleinement avec le client. Donc, pour moi, la formation que nous montons, c'est aussi d'aider nos clients à se mettre en confiance, à pratiquer et à asseoir leur pratique sur des résultats ou des séances de coaching où on les aide à grandir, mais on les aide à regarder aussi tous les points qu'ils ont déjà bien faits pour aller de l'avant. Et donc, évidemment, si je n'ai pas confiance, ben, j'ai peu de contrats, parce que quand je rencontre quelqu'un, je suis dans le stress de décrocher le contrat et du coup, je ne suis pas dans écouter pleinement l'autre et être serein face à une problématique qu'on m'évoque. Et donc, du coup, si j'ai peu de contrats, je manque d'argent. Donc, du coup, ça augmente mon stress. Et donc, du coup, ben, vous voyez, si j'ai peu d'argent, j'ai du mal à investir sur moi pour progresser. Donc, Chloé parlait tout à l'heure très justement. Moi aussi, ce qui m'a aidé, c'est la supervision. J'en ai fait immédiatement et ça m'a beaucoup aidé à ajuster mon positionnement, à prendre confiance, à avoir des retours aussi. Et donc, du coup, bah, si j'ai peu de travail, je ne me supervise pas. Donc, du coup, je ne peux pas libérer de mes tensions et de mes difficultés. Je ne peux pas grandir moi-même. Et du coup, je reste avec. Ce qui fait qu'à au prochain coaching que je vais faire, je me balade avec tout mon bagage de stress d'avant. Et du coup, ben, ça augmente mon manque de confiance. Et vous voyez, on tourne en rond. Et donc, du coup, si j'avais un conseil à donner au coach, c'est sortez de cette spirale-là et commencez à vous mettre dans une spirale plus positive. Je vais partager la spirale suivante. Donc, nous, ce qu'on croit vraiment, c'est que pour vivre du coaching, il faut travailler évidemment sur ses qualités professionnelles, donc avoir une formation sérieuse, avec du contenu et qui amène une vraie qualité déontologique, mais aussi travailler fortement sur ses qualités relationnelles, parce que c'est ça un coaching, c'est être en alliance avec l'autre. Et peut-être même, ce que j'aurais envie de dire, c'est que sur les études qui sortent récemment sur les accompagnements, donc là c'était des études sur les thérapies, ce qui marche mieux, c'est pas le type de thérapie, que ce soit de la psychanalyse, des psychothérapies brèves, des TCC et autres. La plupart des clients qui ont trouvé une efficacité dans leur accompagnement parlent de qualité de la relation, c'est-à-dire se sentir dans une relation constructive et positive avec l'autre. Et je fais le pari que pour le coaching, c'est exactement la même chose. Ce qui fait la qualité d'un coach, c'est sa qualité relationnelle, son ajustement fin à l'autre. Donc du coup, renforcer ça par différents moyens, par la supervision, par des formations, ça me paraît essentiel. Et du coup, on revient sur tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, travailler son unicité, assumer d'être soi, assumer d'avoir une particularité ou d'avoir une spécificité et communiquer sur cette unicité. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Et les deux points suivants, pour moi, c'est se questionner en permanence. Pour vivre du coaching, c'est aussi se poser la question du qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter et sur quelle thématique j'ai une plus-value. Moi, par exemple, je travaille beaucoup sur la créativité parce que c'est un sujet qui me parle et parce que je pense que ce que j'aime le plus, c'est de voir des gens libérer leur potentiel et leur créativité. Et donc, du coup, parce que je l'ai fait pour moi, hein, soyons clairs, j'ai aussi ouvert à tout un tas de formes de créativité dans ma vie, de l'écriture en passant par la sculpture. Et donc, du coup, j'ai envie d'aider les gens à être encore plus eux-mêmes et à oser faire différentes choses avec leurs envies, leurs potentiels. Et c'est ce qui permet vraiment de se développer. Et quand on est rayonnant, j'ai envie de dire, parce qu'on utilise son plein potentiel, ça se sent. Et du coup, les clients viennent à vous. C'est plus vous qui cherchez les clients, c'est les clients qui viennent à vous. Je ne sais pas si toi, tu veux commenter Oui, ce oui, schéma. oui, j'aime bien ce que tu dis, Nathalie, et j'ai envie de rajouter plus spécifiquement ce qu'on travaille en supervision, parce que trouver davantage de clients, c'est une demande de supervision, qu'on peut travailler en supervision. On peut même se fixer des indicateurs. Je voudrais faire, je ne sais pas, tant de hausse de mon chiffre d'affaires. Je voudrais que le coaching représente 80% ou même 100% de mon chiffre d'affaires. C'est des indicateurs mesurables. Souvent, ce qu'on travaille, en fait, c'est des thèmes que j'ai pu identifier. Donc, bien sûr, il y a la capacité à créer une alliance avec le client. Donc, c'est la question de l'intimité. Il y a le rapport à l'argent aussi, hein, parce que Hmm. personne, l'argent quand même, demander de l'argent, c'est difficile, c'est trop dur, c'est trop cher, on n'ose pas. Et puis, il y a aussi oser demander, en fait, parce que proposer ses services, finalement, c'est demander. Et c'est
pour certaines personnes, très difficile d'être dans cette posture-là de demander. Mais ce qui est important comment dire, de mettre en perspective, et c'est pour ça que nous, on a une approche systémique, c'est que c'est aussi le sujet de nos clients. Hein, tous les clients qui veulent travailler sur notamment la capacité à déléguer. Déléguer, c'est oser demander de l'aide. Et donc, travailler en coaching, ça va leur permettre d'oser demander de l'aide à un coach. Et du coup, ils ont besoin d'un coach qui lui-même ose demander de l'aide. Sinon, ils ne vont pas ils vont pas pouvoir trouver ce qu'ils recherchent. Voilà. Donc, c'est vraiment essentiel de travailler sur soi, du coup. Hein. Ça, c'est vraiment un travail profond sur soi en supervision, voire même en thérapie pour certains. Et j'ai envie de rebondir sur ça parce qu'effectivement, moi, j'ai accompagné plusieurs coachs qui démarraient et qui avaient peur du rejet, en fait. Alors qu'ils avaient déjà un carnet d'adresses, un réseau de par leur travail précédent. J'ai des coachs qui n'osaient pas aller solliciter des clients ou juste présenter une plaquette du je suis coach, je propose tel et tel type d'accompagnement. Et du coup, ça veut dire travailler aussi sa peur du rejet, sa peur de pas de réponse aussi, parce que ça, c'est dur hein, de communiquer, d'avoir rien en face. Donc, ça veut dire travailler sa sécurité intérieure. Et je pense que là, se dire, OK, j'ai envie de faire ce métier, je me sens légitime pour faire ça et j'ai envie de continuer à ça. Il faut avoir une bonne assise pour pouvoir continuer, quelles que soient les réponses ou l'absence de réponses qu'on a de nos clients. Oui, parce qu'il y a vraiment des situations où quand on est mis en concurrence, par exemple, certaines entreprises aiment bien proposer 2, voire même 3 coachs, eh ben, ça nous fait revivre à chaque fois, nous les coachs, voilà, des expériences qui peuvent avoir été douloureuses de compétition, de ne pas être choisi, etc. Donc, c'est pour ça que la supervision, c'est essentiel, voilà, pour toujours parvenir à prendre du recul quand on n'est pas choisi, parce que finalement, ça arrive aussi. Ça. Oui, c'est vrai. Et de ne pas avoir assez de contrats, ça aussi, ça attaque la légitimité. Si à un moment donné, tu es dans un creux et tu te dis, ben, déjà, j'ai pas de quoi vivre, déjà, c'est dur financièrement, mais en plus, c'est dur psychologiquement. C'est là où le soutien en supervision ou avec des groupes de pairs va être essentiel parce qu'on peut aussi abandonner. Moi, je pense qu'une grande partie des coachs, donc selon l'étude de l'ICF, hein, j'ai mis le lien sur le post, c'est une étude de 2020, donc l'ICF, c'est la Fédération internationale de coaching. Il y a 6300 coachs en Europe, donc je n'ai pas les chiffres pour la France, c'est quand même beaucoup, et il y aurait 2000, je ne sais plus exactement, 2300 je crois pour les managers coachs, 2100, je retrouve le chiffre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de coachs, mais j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est des coachs théoriques parce qu'il y a des gens qui, à mon avis, abandonnent, c'est-à-dire qu'ils ne poursuivent pas dans ce métier, ou alors ils en font qu'une toute petite partie de leur activité. Et là aussi, c'est un problème, parce que si je fais que 10% ou 20% de coaching, je pratique peu, et je me retrouve dans la spirale. Du coup, je n'ai pas les moyens, parce qu'un superviseur, c'est quand même assez cher. Je n'ai pas forcément le moyen de me payer une supervision. Du coup, je ne m'améliore pas. Du coup, je ne suis peut-être pas très confortable dans mes coachings. Et du coup, bah, vous voyez la spirale qui recommence. Donc, du coup, la vraie question, c'est est-ce que vous avez envie de faire du coaching votre métier principal? Et nous, c'est le cas. Hein. Moi, 95% de mon activité, c'est du coaching et je fais 5% de formation. Là, ça va peut-être un peu augmenter parce qu'effectivement, j'ai envie de former des coachs et d'accompagner à grandir sur un métier qui est pour moi passionnant. Et toi, c'est 90% aussi de ton activité? Oui, tout à fait. En fait, ce que j'avais envie de te rappeler, c'est que Hervé, il nous questionne justement sur les associations, les fédérations de coachs dans le Ouais. chat. Hein, Alors, je n'ai pas bien compris, c'est pour ça que j'ai demandé à Hervé de préciser la question. Donc, j'attends, Hervé, que vous nous réagissiez. C'est quoi la question exactement Je pense que sa question, c'est est-ce que Allez. le fait d'être adhérent va te permettre de trouver des clients? Donc, la réponse est non. Bon, attends, si c'était la question, parce que là, je précise pour ceux qui nous écoutent, et vous êtes nombreux, hein, aujourd'hui, on a 45 personnes là qui sont en live, c'est une projection, c'est-à-dire qu'elle pense que la question, c'est ça. Moi, je me demande s'il n'y a pas d'autres questions dans cette question. Donc, Hervé, on vous invite à préciser la question, mais vas-y, on répond à celle-là, à cette question-là. Non, je pense que ça n'aide pas à trouver des clients. Mais c'est important parce que c'est la jungle hein, quand même, ce marché du coaching. Et c'est important quand même d'être certifié par une fédération pour être sûr qu'on fait vraiment du coaching professionnel et pas du life coaching ou de la thérapie
Sauvage. sauvage, parce qu'il y a vraiment, là, il y a, sur le web, on voit il y a vraiment des gourous qui pratiquent des choses pas du tout déontologiques, hein, vraiment une forme d'emprise. Donc, oui, c'est important, en Ouais. fait, d'être certifié, voilà, d'avoir validé des compétences. Donc, voilà, il faut passer... il y a des examens, par exemple chez ICF, c'est ACC, PCC, MCC, etc. Voilà, ça permet de créer une certaine Et si je prends déontologie. Ouais. Si je prends une perspective plus large sur toutes ces associations, ça permet d'être en lien avec d'autres coachs, de partager sur la pratique, de se renforcer, mais aussi de se former parce que il y a plusieurs associations qui proposent aussi des webinaires, des interventions de coach, des coachings en live pour pouvoir aussi regarder comment font d'autres coachs. Donc pour Mm. moi, ça va dans le sens de continuer à se professionnaliser, à se former. Et ça va aussi dans le sens de la légitimité parce qu'effectivement, moi aussi, je suis PCC à l'ICF et le fait d'être professionnel coach certifié, ça, ça fait plaisir, ça renforce la légitimité aussi vis-à-vis des clients. Donc, il faut le regarder dans cette perspective-là. Et notre école vise à respecter, on va se caler sur les compétences des coachs mais, de toutes les fédérations, mais l'objectif, c'est qu'on puisse adhérer et que nos formations soient aussi reconnues par l'ICF. On va préparer un dossier dans ce sens-là. Donc, Aurélien réagit en disant un bon coach formé, supervisé, fait pas un coach qui génère des bénéfices. On peut rarement s'extraire des dimensions de business. Effectivement, il y a besoin d'être pas uniquement coach au sens bon sur sa pratique, il y a aussi besoin de le faire savoir. Mais j'ai envie de dire quand même, en tout cas, je parle de mon expérience personnelle, pour moi, ce qui compte, c'est la qualité relationnelle avec mes clients, la qualité du service rendu. Et honnêtement, c'est le bouche à oreille qui fait le reste. Moi, Ouais. comme je dis, mes meilleurs ambassadeurs sont mes clients. Et d'ailleurs, si vous êtes là, je vous en remercie parce que c'est le fait que vous parliez de moi à d'autres, que vous parliez de l'école, qui fait qu'il y a des gens qui s'inscrivent. Et c'est ça qui fait la pertinence. C'est être cohérent avec qui on est, offrir un vrai service et une vraie qualité dans la relation et dans la progression de la personne. Donc, merci à Géraldine qui nous dit qu'elle est en phase avec nous. Après, Yves, est-ce que vous conseillez à un coach en formation de se lancer directement à temps complet ou de rester quelque temps en temps partiel dans son CDI pour cumuler son activité de coach voilà, en dehors des sujets d'économie personnelle. Qu'est-ce que tu répondrais à Yves? Non, je ne lui conseillerais pas de tout lâcher comme ça d'un coup parce qu'il y a quand même des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat. On l'a bien vu avec le Covid, hein, quand même. Donc, voilà. Pour moi, ça a été une très, très bonne année parce que j'avais déjà l'habitude de travailler beaucoup en visio, comme j'accompagne des gens qui sont un peu dans le monde entier. Mais pour certains, ça a été une année blanche, quoi. Ils n'ont rien gagné. Donc, non, il faut quand même garder de la sécurité, surtout si on a charge de famille. Voilà, hein, on ne va pas vous encourager à faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant de regarder comment vous allez peut-être commencer à utiliser votre réseau existant, c'est-à-dire votre entreprise actuelle, pour commencer à parler de ce que vous faites. En fait, il faut faire feu de tout bois. Et vraiment, le réseau, le réseau, il est déjà là, en fait. Par contre, il faut l'activer, c'est-à-dire il faut parler de ce que vous faites. Et ça, la formation et la supervision vont vraiment vous y aider très, très concrètement. Moi, j'accompagne aussi des coachs internes. Donc, c'est des gens qui sont salariés et qui n'ont pas toujours le coaching comme unique activité. Parfois, ils font un peu de RH, parfois, ils font autre chose. Et leur grand sujet, c'est comment se faire connaître en interne. Et la question de la légitimité, elle se pose aussi pour les coachs internes, hein, qui sont parfois perçus comme faisant partie de l'organisation. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance? Il y a des questions de confidentialité. Voilà, ça, c'est vraiment le réseau, c'est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, il faut commencer tout de suite. Par contre, on va vous encourager tout de suite à trouver des clients autour de vous. Ça, c'est sûr.
Alors, j'ai envie de dire que Yves, il n'y a pas une réponse, noire ou blanche forcément à cette question. J'ai envie de dire qu'il y a des gens qui vont se lancer, dans le coaching en ayant déjà une activité d'indépendant. Donc du coup, c'est juste une palette supplémentaire, ce qui était mon cas, hein. Moi, j'étais conférencière dans le domaine de l'écologie et j'ai rajouté le coaching à mes propositions, j'ai envie de dire. Et maintenant, ça a pris la majorité de mon activité. Mais il y a eu une phase de transition. D'ailleurs, cette phase de transition n'est pas toujours facile à vivre parce qu'avant, j'étais connue comme spécialiste, experte, consultante dans le domaine de l'écologie et des sujets assez techniques. Et il y a eu une phase entre les deux où je ne me sentais pas encore tout à fait légitime en coach, où je n'osais pas en parler beaucoup. Du coup, je n'avais pas de clients qui allaient avec. Donc, pour moi, c'est tous ces questionnements-là qu'il faut avoir. C'est comment je me sens et qu'est-ce que j'ai envie de proposer à mes clients et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Maintenant, c'est clair, moi, j'ai envie d'accompagner des coachs à devenir coach, des coachs à augmenter leur activité donc en supervision et je continue à coacher des équipes parce que c'est ça qui m'anime, parce qu'il se passe beaucoup de choses quand il y a un collectif. Et voilà, et maintenant, comme je suis claire sur mon positionnement, c'est ces contrats-là qui viennent naturellement. Donc, pour vous, en tant que jeune coach, démarrer, c'est commencer à coacher et être payé pour ce que vous faites aussi. Et du coup, en parler, même simplement à vos amis, parce qu'il pourra avoir des amis d'amis qui pourraient être intéressés par un coaching, euh, même un de leurs enfants qui veut passer un concours et qui a besoin d'un coaching pour se booster. Faire feu de tout bois, comme le disait Chloé tout à l'heure. Et donc Géraldine nous dit que le groupe de pairs et les groupes d'entrepreneurs sont très utiles. Oui, pratiquer, partager autour de ce métier, ça nous semble essentiel. Et elle nous dit aussi que les écoles n'abordent pas suffisamment le côté business et trouver sa singularité. Donc nous, clairement, on commence par ça. Vous positionnez, trouvez votre singularité. Et le côté business, effectivement, si vous l'avez jamais été indépendant, là, il y a un gap. Et là, il va falloir considérer que être à son compte, c'est pas du tout la même stabilité. Comme je le dis souvent, c'est être à son compte, c'est comme être un oiseau sur la branche. On a toute la liberté de voler où on veut, mais on est un oiseau sur la branche. Ça veut dire qu'on ne sait pas tout à fait de quoi demain sera fait. Et il faut avoir cette envie-là. Et c'est pas pour tout le monde. Et je pense qu'il faut aussi le reconnaître. Et c'est pour ça qu'il y a des coachs qui travaillent dans des entreprises, il y a des coachs internes. Il y a différentes manières d'être coach finalement. On peut Ouais. aussi être manager coach. Et Chloé, d'ailleurs, propose une formation pour les managers qui ont envie d'acquérir cette position-là sans forcément changer d'entreprise ou changer de métier, juste être plus fin dans l'accompagnement d'une équipe. Ouais, ça s'appelle Leader de sens. Vous le trouverez, le programme sur le site de l'école. Bah, mets le lien si tu veux. Ouais. Alors, donc bonjour à Jérôme et puis Aurélia. Pour ce qui est du coaching en entreprise, comment accéder aux entreprises lorsqu'on est jeune certifié et donc avec peu d'expérience et indépendant, sans faire partie d'un cabinet de coaching ou des RH déjà établis? Est-ce que tu veux que je réponde puisque je vois que tu es en Ouais, train de réponds faire le parce lien? Bien sûr, excuse-moi, je alors, n'avais pas vu que tu étais en train d'écrire. je dis- Il y a Martine qui répond juste en dessous. Merci Martine. Effectivement, réseauter. Je pense que ne pas être seul à proposer du coaching, c'est important. Et si vous avez déjà travaillé en entreprise, vous avez peut-être aussi déjà des liens. Moi, par exemple, je travaillais essentiellement pour le ministère de l'écologie. Et donc, du coup, mes clients sont essentiellement l'État. Et c'est ça le bouche à oreille aussi, c'est proposer aux gens qui vous connaissent déjà, qui savent déjà ce que vous proposez en tant que personne, même si vous étiez dans un autre métier avant. Donc, se baser sur son réseau, mais ça peut être aussi un réseau amical qui connaît aussi d'autres gens. Donc, c'est penser à élargir son réseau, je dirais ça pour Aurélia. Et puis, et si vous n'étiez pas en entreprise, mais vous étiez, je ne sais pas où vous étiez avant, je ne me souviens plus Aurélien, mais c'est de se baser sur les gens qui vous connaissent déjà, avec qui vous avez déjà travaillé. Parce que là, ça va faire une accroche plus sereine. Donc, Yves nous remercie pour la réponse. Et puis, peut-on déjà commencer à exercer en cours de formation? Vanessa nous pose cette question. Nous, on invite clairement tous les gens qui vont se former. La promotion démarre début avril. Il reste de la place, d'ailleurs, s'il y en a qui étaient tentés de devenir coach IR avec nous. On va proposer immédiatement, mais en donnant, lors du premier module, toutes les bases pour pouvoir faire un accompagnement de manière à s'exercer, à pratiquer. Et nous, ce qu'on propose, ça sera fait notamment par Chloé, c'est de la supervision tout de suite. C'est-à-dire que quand on commence à travailler, à accompagner quelqu'un,
on souhaite que nos coachs soient supervisés de manière à... La supervision, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment ce temps de recul sur la pratique. Qu'est-ce que j'ai apporté à mon client? Comment je me suis sentie dans la séance? Est-ce que je me suis sentie confiant? Ou est-ce qu'au contraire, j'étais en panique complète? Et du coup, je ne me sens pas légitime en tant que coach. J'ai besoin de pouvoir en parler à quelqu'un. Et vous voyez, d'ailleurs, ma voix se baisse. C'est assez drôle. Parce qu'effectivement, vous voyez, c'est pas facile de dire, bon, là, j'étais coach, mais je sens que j'étais mauvaise dans ce coaching-là. Et de pouvoir le poser en supervision, vous voyez, eh ben, ça fait du bien. Et ça permet de se renforcer au contraire. Et ça permet de grandir en se disant pourquoi j'ai eu peur ou pourquoi ce client me met en insécurité ou pourquoi quand j'arrive, je sens que je ne suis pas à l'aise et que je n'ai pas tous mes moyens. Eh bien, c'est le fait de le travailler en supervision qui va vous permettre d'ajuster votre positionnement. Je voudrais ajouter que donc, dans la formation Devenir coach, il y a 10 heures de supervision incluses. Ça, c'est les nouvelles... Enfin, c'est ce qu'on a décidé, puis il me semble que c'est aussi les nouvelles règles de l'ICF. Et que aussi, on propose pour ceux qui ne feraient pas cette formation, mais qui voudraient de la supervision, on propose de la supervision collective qui ne revient pas si cher que ça. Donc, vraiment, regardez sur le site de l'école, vous verrez que vous pouvez intégrer un groupe de supervision. Ça peut être en présentiel ou en visio, si vous n'êtes pas à Paris. Voilà, donc nous, on veut vraiment la rendre accessible, hein, la supervision, c'est essentiel. J'avais envie de rajouter quelque chose, Nathalie, quand la personne qui demandait faire de la sous-traitance, oui, c'est bien pour commencer, et pour moi, il ne faut pas comment dire, se faire piéger par la sous-traitance, parce que quand on est sous-traitant, coach sous-traitant, on n'a jamais la relation client. Et du coup, c'est très frustrant. Moi, j'ai en supervision des gens qui n'arrivent pas à sortir de cette sous-traitance. Ça fait trop d'années, ils n'ont pas assez développé on va dire, leur marque ou leur identité. Et du coup, leur impact du coup est moindre, ou ils ont cette frustration parce qu'ils ont pas le lien direct avec le commanditaire, avec le prescripteur, et du coup, ils ne peuvent pas travailler leur relation. Et du coup, ça s'en ressent sur l'impact des coachings. Et c'est pire, c'est que pour moi, certains coachs sont dépendants, c'est-à-dire qu'en plus, ils gagnent beaucoup moins d'argent puisqu'ils sont sous-traitants. Donc, certains cabinets prennent la moitié du contrat de coaching, ce qui fait qu'ils ne vivent pas vraiment de l'activité parce qu'ils ont peu de rémunération à l'heure. Et donc, du coup, le cercle vicieux s'enclenche aussi. Et je comprends parce que pour démarrer, ça peut permettre de donner confiance en soi, d'avoir quelques premiers contrats de coaching qu'on assure. Et après, c'est comment je cherche moi aussi, comment je deviens entrepreneur, hein, comme on l'a déjà évoqué tout au cours de ce live, c'est comment je me positionne pour proposer des services de coaching et comment j'avance là-dessus. Allez, on va prendre une dernière remarque parce qu'après, j'ai un coaching. Donc, Moi aussi, un coaching qui démarre à 14 heures. Donc, pareil. Donc, du coup, il y a un moment donné, on vous dit rendez-vous lundi prochain hein, pour d'autres questions. Et d'ailleurs, tiens, ce qu'on va vous proposer, c'est de mettre dans les commentaires sur quelle thématique vous souhaiteriez les prochains lives. Parce que ça nous donnera des idées et nous, on est là pour aussi partager avec vous. Alors, du coup, un petit pavé dans la mare pour finir, avec bienveillance d'Aurélien. Quand est-ce qu'il sera assumé que bon nombre de coachs qui deviennent formateurs de coach superviseurs ne vivent pas du coaching? Ah, ben, écoutez, on va répondre à celle-là. Clairement, en tout cas en ce qui me concerne, moi je vis beaucoup plus du coaching collectif, hein, parce qu'on va être clair aussi, il y a coaching individuel et coaching collectif. Je gagne beaucoup plus d'argent en faisant des coachings collectifs qu'en faisant de la formation parce que je passe beaucoup de temps à faire des lives, à écrire des livres, à faire d'autres trucs. Donc clairement, si je voulais faire de la rentabilité, c'est pas ça que je ferais. Mais c'est vrai que c'est une question hein, parce qu'il y a beaucoup de formateurs, de coachs qui en fait ne font pas de coaching. Donc c'est quand même un peu dommage d'enseigner quelque chose que vous pratiquez pas. Nous, c'est pas notre choix. Donc clairement, il y aura une promo par an et il y aura quelques modules complémentaires assurés par des responsables pédagogiques différents. Mais je ne vais pas passer mon temps à faire de la formation. Moi, mon métier essentiellement, c'est d'accompagner des collectifs. Et je vais devoir filer parce que j'ai un collectif qui m'attend. Mais est-ce que toi, tu veux dire un petit mot, Chloé? Par rapport à ça, oui, la supervision, c'est pas très rentable, on pourrait dire. Moi, j'en fais parce que je trouve ça passionnant. C'est vraiment, mais alors, j'adore et c'est mon métier d'avenir parce que c'est un métier qu'on peut faire quand on est vieux aussi. Et la formation, non, moi, c'est pas non plus mon trip principal parce que c'est quand même plus fatigant que le coaching. Et moi, je cherche à agir sans effort. Voilà. Mais par contre, j'adore transmettre le coaching. Depuis le jour où j'ai été formée au coaching, je voulais transmettre aussi ce métier parce que je trouve que c'est extrêmement beau de voir quelqu'un s'éveiller, se libérer et se transformer. Voilà. Merci à vous.
Ouais, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que, en fait, au départ, moi, j'ai un doctorat en pédagogie et en écologie. Donc, la pédagogie, transmettre, partager des connaissances, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur le coaching, qui s'appelle Le coaching. Et du coup, c'est une fois que je l'ai écrit, je me suis dit, ben, c'est bien de transmettre à l'écrit, mais finalement, l'écrit, c'est que du cérébral et c'est pas suffisant, en fait. Et c'est pour ça qu'on a créé cette formation où on a une approche corps, d'abord mettre en pratique, ensuite cœur, quelles émotions, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi, et ensuite juste l'apport cerveau. Donc du coup, c'est un positionnement qu'on a envie de transmettre parce que justement, il y a, à mon avis, pas assez d'écoles qui transmettent le faire, s'ajuster, la créativité et l'unicité de chaque coach. Parce que pour moi, ceux qui vivent de leur métier, c'est ceux qui savent se démarquer, être différents dans ce monde du coaching et du coup, qui peuvent en vivre très confortablement. Et à mon avis, il y en a plein qui sont peut-être pas forcément là aujourd'hui, mais en tout cas, je connais pas mal de coachs qui vivent très bien du coaching avec des chiffres d'affaires de plus de 100 000 euros chaque année, depuis de nombreuses années, et même 200 000 euros pour certains. Donc, vous voyez, c'est un métier qui peut être très rentable, mais qui doit être fait avec professionnalisme, avec qualité, avec implication et avec un vrai travail sur soi. Donc voilà, on va terminer là parce qu'on doit aller travailler, hein, pour le coup. C'était juste une petite parenthèse pour parler avec vous. Mettez dans les commentaires si vous avez envie d'un autre thème, posez-nous des questions. On essaiera de faire des lives sur ces thématiques-là chaque lundi. On vous dit à bientôt.